sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal du 15h. Les titres de l'actualité de ce lundi 1er mars. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui le nouveau quartier général de la banque, la BCIMR. Également dans l'actualité de ce 15h, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 à l'Assemblée nationale. Et en nouvelles du monde, une baisse spectaculaire des cas de Covid-19, notamment les variants en Afrique du Sud. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui le nouveau quartier général de la Banque pour le commerce et l'industrie de la mer Rouge, la BCIMR. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le gouverneur de la Banque centrale. La BCIMR est une agence bancaire la plus importante du pays. Elle répond à la nouvelle norme des banques, de la Banque centrale sur les coordonnées bancaires mises en place dans le cadre du système national de paiement. Cette institution française, dont le gouvernement a plus de 33% des créances, joue un rôle prépondérant dans le développement socio-économique de notre pays. Elle s'inscrit également dans le cadre d'un vaste programme de réforme entreprise par la BCD pour moderniser les infrastructures financières nationales. Cette cérémonie a vu la participation, outre du Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, des membres du gouvernement, des parlementaires et notamment du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, et le directeur général de la BCIMR, M. Régi Baria, qui est le directeur adjoint, M. Abdallah Ali Mohamed, ainsi que le président du groupe BRED, Olivier Klein. Cette cérémonie d'ouverture du nouveau quartier général de la BCIMR a vu également la participation de plusieurs autorités civiles et militaires de notre pays et de l'ensemble des employés de la banque. Soomaaliya ugu horay gargaar nabadu gantiyo gobashii u fidsan nabadu guntan way lagu gaadhahay Geygeena siduu gaaliyo islam goob lagu kulmo ganacsiga uro uga dhigan kornaba lagu gaadhahay. Place maintenant aux séries des discours lors de l'inauguration du nouveau quartier général de la BCIMR. En premier, le directeur général de la BCIMR, M. Régi Baria, qui est prononcé écoutant. Je suis très honoré de vous accueillir ce matin à l'ombre de ce bel édifice, le nouveau siège social de la BCIMR. Les symboles ne sont jamais par hasard. Comme un arbre centenaire, bien ancré dans le sol djiboutien depuis 1954, et comme cet immeuble vers le ciel où de nouvelles branches poussent avec de nouveaux bourgeons vers Obok, Arta, Dikil, la BCIMR est là pour les Djiboutiens. 14 branches vigoureuses portées sur un tronc solide, notre nouveau siège.
Oui, la BCMR est une banque puissante, la première banque du pays, pour servir le pays, les Djiboutiens, les grands projets comme les jeunes entrepreneurs. La BCMR est une banque djiboutienne. Au sein du groupe BRED, actionnaire à 51% et avec la bienveillance de l'État djiboutien, actionnaire à 33%. Une terre de projets, les ports bien sûr, le cordon ombilical vers l'Éthiopie, mais aussi les télécoms, l'énergie, et demain l'énergie renouvelable dont le pays va devenir un des leaders africains. La BCIMR, banque leader et banque internationale, veut accompagner le développement du pays dans les meilleurs standards internationaux, attirant ainsi les investisseurs du monde entier. La BCIMR, c'est aussi une banque pour tous les Djiboutiens, favorisant l'inclusion bancaire sur tout le territoire, à Djibouti-Ville comme dans les régions. Et pour sa part, le président du groupe BRED, M. Olivier Klein, donc a précisé l'impact de la banque dans l'économie nationale. Voici ses propos. C'est un très grand plaisir et un honneur pour moi-même, à vos côtés, d'inaugurer officiellement ce nouveau siège qui a une histoire, on le sait, mais une histoire qui finit bien. Et ce nouveau siège, c'est en fait une façon pour nous tous de reconnaître le rôle à sa vraie hauteur de la BCIMR à Djibouti. Notre siège ancien était effectivement tout à fait bien placé, mais il était devenu un peu vétuste en plus d'être un peu étroit. Et c'est d'une certaine manière, et même d'une manière certaine, une façon très symbolique pour nous, en étant ici, maintenant, dans ce nouveau siège, de donner l'importance réelle de la BCIMR et de sa modernité au sein de la République de Djibouti. C'est aussi l'image que l'on donne aux clients qui est fondamentale. Et puis c'est l'image qu'on donne aussi aux salariés de la banque, et ça n'est pas moins important. Image à la hauteur de ce qu'ils sont, professionnels, compétents, dynamiques, modernes et exigeants sur la qualité du service. C'est aussi cela que l'on cherche à défendre, cette différenciation qui nous permet, je crois, d'être toujours et pour longtemps la première banque du pays. La BCIMR est une belle et grande banque djiboutienne, la première. Ça a été rappelé par le directeur général, dont la BRED est majoritaire, aux côtés notamment de l'État djiboutien. Et cette alliance fonctionne très bien et j'en remercie vraiment le président de la République. Le groupe BRED, c'est un membre actionnaire du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est le deuxième groupe bancaire sur le territoire français, mais aussi une des 20 premières banques mondiales. Le groupe BRED, en son sein, a 6 000 collaborateurs, 2 000 hors de France. Nous sommes dans la Corne de l'Afrique, à Djibouti, avec un bureau à Addis Abeba, avec peut-être des possibilités dans le moyen long terme de développer une banque ensemble, Monsieur le Président de la République. Nous sommes en Asie du Sud-Est. Nous avons 5 milliards de capitaux propres. Nous avons un ratio de solvabilité très élevé de 17%. Le banquier central, j'espère, appréciera. Et partout dans le monde, comme à Djibouti bien sûr, le groupe BRED répond aux réglementations nationales des pays, réglementation bancaire, réglementation de conformité, mais aussi à celle de la BCE qui est exigée, y compris sur tous les territoires sur lesquels nous pouvons exercer notre métier de banquier. Écoutons à présent le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane. Nous célébrons aujourd'hui, au-delà de l'installation d'un nouveau siège, la formidable aventure du banque pionnière à Djibouti. Aussi, m'associant à la direction générale de la BCIMR, il m'est agréable de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans ce splendide bâtiment qui est désormais le siège de la banque. À cet égard, je tiens tout particulièrement à saluer la présence parmi nous du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Monsieur le Président, je vous adresse au nom de la profession nos plus vifs remerciements pour votre présence parmi nous, en dépit de votre agenda que nous savons très chargé. Et vous souhaitons à vous-même et aux personnalités qui vous accompagnent une chaleureuse bienvenue. La BCI n'est plus à présenter. Elle fait partie de notre histoire économique et financière depuis fort longtemps. Et mes prédécesseurs viennent de rappeler tout l'historique et je vous ferai l'économie de ne pas insister. Je voudrais simplement insister que la BCI aussi représente d'une certaine manière une excellente illustration de nombreux liens privilégiés de partenariat entre la France et Djibouti qui viennent d'ailleurs d'être raffermis par toute récente rencontre entre les deux chefs d'État, le président Ismaïl Omar Guelleh et le président Emmanuel Macron.
distingués invités, Monsieur le Président, dans les contextes actuels d'incertitude liés à la pandémie du coronavirus, notre économie a su faire preuve de résilience et d'adaptation, grâce notamment aux importantes mesures mises en place par les autorités nationales dans le cadre du plan national de relance avec l'appui de certains de nos partenaires internationaux. Ainsi, selon le rapport Global Economic Prospect de la Banque mondiale, Djibouti devrait connaître en 2021 la plus forte croissance économique en Afrique, avec un taux prévisionnel de 7,1%, alors que la moyenne en Afrique se situe aux environs de 2 à 3,6%. Cette perspective et les performances des années antérieures ne sont pas, mesdames et messieurs, le fruit du hasard, mais découlent d'une vision, d'une stratégie bien réfléchie, déployée sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. En effet, dépourvu de richesses naturelles et soumis à une nature exigeante et aride, notre pays a su tabler sur son principal atout, à savoir sa position géostratégique, en y érigeant un modèle de croissance et de développement singulier, basé sur une offre portière et logistique unique. Et passons donc à l'actualité dominant de ce 15h également. Il s'agit de l'Assemblée nationale et son président, Mohamed Ali Hamad, qui ont procédé ce 1er mars à la traditionnelle ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 du Parlement. La solennité a été au rendez-vous de l'ouverture avec les honneurs rendus par la gendarmerie nationale ainsi que par l'exécution de l'hymne national dans l'hémicycle en présence avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des députés, les membres du gouvernement, des présidents d'institutions de la République, des représentants des corps diplomatiques consulaires accrédités à Djibouti et des autorités militaires et civiles et traditionnelles. La séance de ce lundi 1er mars a donné lieu à une cérémonie ponctuée par des interventions dans le mot d'ouverture du président de l'Assemblée nationale et du discours du Premier ministre sur la situation de la nation. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé sur l'échéance présidentielle dans laquelle il a exhorté ses collègues élus de la nation à présenter les attraits du programme de candidature de la mouvance majoritaire. Voici ses propos. Nous voici réunis pour la reprise des travaux parlementaires de la session ordinaire de mars 2021 de notre institution, conformément à l'article 51 de la Constitution. À toutes et à tous, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue dans notre hémicycle. Je vous remercie pour le témoignage renouvelé de l'intérêt que vous portez à notre institution, à notre démocratie et à la République. La trêve parlementaire a été un moment propice pour nous ressourcer au plus profond de nos circonscriptions électorales et y retrouver nos électeurs.
Ces retrouvailles ont été une belle occasion pour nous enquérir des attentes et des difficultés quotidiennes de nos concitoyens. Nous voilà donc régonflés, pleins de motivation et d'enthousiasme pour nous acquitter du mandat qui nous a été confié par notre peuple. Chers collègues, permettez-moi donc de vous exprimer ma profonde reconnaissance pour tout le dévouement que vous avez consenti durant la trêve parlementaire. C'est tout à notre honneur car nous concourons à renforcer l'épanouissement et l'intégration de l'ensemble de nos frères et sœurs djiboutiens dans la dynamique de développement économique et du progrès social. La beauté et la force de notre démocratie résident dans ce dépassement de nos divergences lorsque nous nous retrouvons ensemble autour d'une belle dynamique de progrès sociaux, économiques, communs et partagés. Honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, notre pays s'apprête à vivre des échéances électorales primordiales en cette première moitié de l'année 2021. La nation est appelée à choisir un leader pour guider sa destinée. La représentation nationale peut se réjouir de la candidature annoncée du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Notre président a déjà conduit vers des horizons lumineux la destinée de notre grande et belle nation durant les 2 dernières décennies. Le peuple de Djibouti a toujours su faire le bon choix pour relever les défis qui s'imposent à lui. En ce temps troublé où la planète fait difficilement face à une grave pandémie mondiale, nos concitoyens sauront élire l'homme qu'il faut pour tenir la barque et mener notre projet de société à bon port. Et pour sa part, le Premier ministre a dans son allocution exposé donc un plan du gouvernement dans les principaux secteurs, dans le fonctionnement des institutions, la santé, l'éducation, l'emploi, la sécurité intérieure et l'autorité de l'État, la justice ainsi que l'agriculture. Voici donc la première partie de l'intervention du Premier ministre. Même si j'ai qualifié d'extraordinaire cet appel de la jeunesse, c'est parce que les jeunes djiboutiens ont pris conscience de l'importance que représente pour leur avenir le fait d'être dirigés par le président de la République. La jeunesse djiboutienne, étudiantes et étudiants, jeunes entrepreneurs, jeunes travailleurs ou jeunes en recherche d'emploi, considèrent que le président de la République est le seul homme qui leur assurera un avenir meilleur, le seul homme en qui ils peuvent avoir confiance. C'est là leur véritable motivation. Aussi, Mesdames et Messieurs les députés, pour la présentation de la politique générale du gouvernement, je vais m'inspirer de cette volonté populaire de la jeunesse. Certes, le gouvernement comprend un ministère de la jeunesse, un ministère de l'éducation nationale, un ministère du travail, un ministère de l'enseignement supérieur, tous placés au premier plan dans ce combat pour la jeunesse, mais je veux mettre en évidence que tous les membres du gouvernement participent activement et solidairement à la promotion et à l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. La première attente de la jeunesse, c'est de pouvoir être bien formé, de trouver un emploi. Le gouvernement y répond aujourd'hui et recherche de nouveaux moyens pour demain. En effet, le gouvernement poursuit ses efforts dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et dans tous les secteurs. Ce travail de longue haleine a permis d'abord à tous les enfants d'être scolarisés dans les endroits les plus reculés du pays. Le gouvernement œuvre ainsi pour que le potentiel humain représenté par nos jeunes djiboutiennes et djiboutiens devienne la première richesse nationale. Il organise cette éducation et cette formation pour l'adapter au progrès technique, à l'exigence du marché de l'emploi et à son adaptation aux futurs projets de développement.
Et dans la deuxième partie de son intervention, le Premier ministre a précisé que la situation économique a été contrainte par la fragilité de la situation sanitaire due au Covid-19. Réécoutons le Premier ministre. Je coordonne ces échanges interministériels pour permettre un développement harmonieux de notre jeunesse dans notre société en pleine mutation. Les besoins en ressources humaines seront analysés, pris en compte bien amont de la réalisation des programmes. Tout est mis en œuvre pour réussir cet objectif. Le dernier forum sur l'emploi, permettant un rapprochement entre les employeurs et les jeunes à la recherche d'emploi, en est le témoignage le plus récent. Il a permis de déboucher concrètement sur le recrutement de nombreux jeunes. Mais il n'est pas le seul exemple. Le gouvernement a également pris des initiatives pour faciliter les premiers contrats entre les jeunes et les employeurs par l'intermédiaire des emplois assistés ou des stages en entreprise. L'objectif est double: rapprocher la jeunesse du monde du travail et de ses exigences et permettre aux employeurs de découvrir de nouvelles capacités nationales. Les forces de sécurité et de défense participent également au recrutement des jeunes au sein de leur unité. Dans ces corps aussi, les jeunes hommes et jeunes femmes sont formés. Cela facilitera leur insertion dans la vie, soit en y poursuivant leur carrière, soit à leur retour dans la vie civile. En outre, le rôle éducatif de ces corps constitués est très important, aussi bien au niveau de l'éducation civique que du renforcement de l'unité nationale. De ce fait, les jeunes sans diplôme ne sont pas oubliés par le gouvernement. Ils pourront ainsi trouver, au sein de ces corps armés, la formation qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir dans la vie civile. Et pour clore ses propos, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad, lors de l'ouverture de la politique générale du gouvernement, n'a pas manqué de mettre en lumière les stratégies gouvernementales engagées dans notre pays dans des domaines si variés allant de l'éducation, la santé et l'emploi. Voici la dernière partie de l'intervention du Premier ministre. Ce mieux vivre voulu par la jeunesse concerne également l'environnement des vies au quotidien. Logement, assainissement, transport urbain, sécurité, alimentation en eau et électricité sont pour un grand nombre de nos concitoyens source de difficultés. Le gouvernement est conscient de ces problèmes. Pour le logement, qui est l'une des premières priorités gouvernementales, les solutions sont mises en œuvre avec le plus de rapidité possible. L'engagement présidentiel avec la Fondation pour le logement en est un symbole. La volonté gouvernementale de supprimer les bidonvilles à Balbala en est un autre témoignage. Pour atteindre cet objectif, de très nombreux programmes de construction de logements sociaux sont en cours de réalisation. Des milliers de nouveaux logements seront prochainement disponibles. Des terrains à urbaniser seront également mis à la disposition des habitants sur le modèle des Barwaro, qui est en cours. L'importance accordée par le gouvernement à l'attribution d'un logement décent pour tous sert de moteur au secteur privé de la construction de logements. De nombreux investisseurs réalisent d'importants projets de construction d'immeubles d'habitation dans tous les quartiers de la capitale et dans les centres de l'intérieur. Toutes les couches sociales sont visées par ces projets pour diminuer la pression sur la demande de logements décents. Le système financier bancaire s'engage aussi, certes encore trop timidement, dans le financement des projets de construction. Pour le développement de tous ces programmes de construction, nous allons réduire la pression sur le loyer et limiter la spéculation foncière. Ceci permettra aux jeunes de pouvoir disposer d'un nouveau logement dans de meilleures conditions financières. Et en marge de cette première séance solennelle de ce lundi 1er mars, le président de l'Assemblée nationale a reçu dans son bureau la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité à Djibouti,
Jonathan Pratt. La rencontre s'est déroulée au salon d'honneur du Parlement en présence du directeur du cabinet. Le président de l'Assemblée a souhaité une chaleureuse bienvenue en République du Djibouti à Jonathan Pratt. Il s'est réjoui des bonnes relations de coopération qui unissent Djibouti et les États-Unis d'Amérique et les moyens propres à développer pour servir les intérêts des peuples djiboutiens et américains. Il a par ailleurs assuré l'ambassadeur Jonathan Pratt de la pleine disponibilité des élus du Parlement à l'aider dans l'accomplissement de sa mission diplomatique sous les cieux djiboutiens. Dans la matinée du mercredi dernier, la garde-côte a reçu au sein du camp d'Oralé des élèves de l'école primaire de Balbala 11, accompagnés de l'encadrement dans le cadre d'une sortie pédagogique. Pour compléter leur visite à la garde-côte, une autre sortie en mer à l'île Moucha dans la matinée du week-end a été organisée par aux trentaines d'élèves de l'école du Balbala 11 sélectionnés par mérite par la direction de cette école. La journée de visite pédagogique de ces élèves de l'école primaire de Balbala 11 au camp d'Oralé s'est achevée autour d'un rafraîchissement offert à l'occasion par le commandement de la garde-côte. Comme convenu pour une sortie en mer pour la journée du week-end, un important dispositif de sécurité a été mis en place afin de recevoir les élèves de cette école de primaire de Balbala 11 accompagnés de leur encadreur pour permettre à ces enfants de profiter en toute sécurité la sortie en mer. Lors d'une courte entrevue avec le colonel Waïs Omar Bokouri, commandant de la garde-côte, à leur retour en mer, les élèves de cette école, accompagnés de leur encadreur, ont exprimé leur gratitude au commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bokouri, pour leur avoir ouvert les portes de cette institution. Je vous emmène à Addis Abeba, cette fois où la première édition du salon de l'agro-business régional s'est poursuivie, toujours à l'esplanade du conseil régional de la ville à Assadjouk. Cet événement initié par l'antenne d'Addis Abeba du club de jeunes entrepreneurs de Djibouti en partenariat avec le centre de leadership et d'entrepreneuriat a permis à 53 producteurs d'exposer des produits de leur récolte. Les visiteurs du salon de la deuxième journée étaient nombreux. En plus des habitants de la ville d'Addis Abeba qui ont contribué activement à cet événement, était présent la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Mme Fatouma Al-Sheikh, les représentants du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le directeur des fonds de garantie, Awad Ahmed Mouti, les représentants de l'hôtel Kempinski, de la chaîne de grande distribution Casino ainsi que les institutions bancaires telles que Salam Bank et la BCIMR. Il est utile de rappeler les objectifs poursuivis par les organisateurs de cet événement qui sont en effet de mettre en avant les produits agricoles de nos régions et de faire des expos-ventes. Eh bien, une personne s'est détachée de tous ces expositions. Il s'agit d'un jeune dénommé Mustapha Jama Dali, qui est un homme de principe qui travaille du jour comme de nuit pour agrandir et planter toutes sortes de fruits et légumes et ses jardins à Humbukta et Dihaïta. Il a commencé de zéro sans avoir une assistance de nulle part. Ce jeune donc a mis des expos en vente comme des bananes et d'autres produits en vente. Il s'agit de monsieur Mustapha Jama Dali qui a reçu la première place lors de ces produits agricoles de la région du Assajoug d'Expo aux ventes. Écoutons à présent la directrice du Centre de leadership et d'entrepreneuriat. Nous sommes à Addis Abeba, spécifiquement on est au conseil régional d'Addis Abeba. On a organisé la première édition de l'agribusiness, la foire de l'agribusiness ou le salon de l'agribusiness. C'est un événement qui a été porté par le club de jeunes entrepreneurs d'Addis Abeba et soutenu par le centre de leadership et de l'entrepreneuriat que je représente aujourd'hui avec mon équipe ici. C'est vraiment une fierté aujourd'hui de voir ce qu'on peut faire sortir de nos terres.
Moi, je veux lancer le slogan qui est que acheter ce qui sort de nos terres. Comme vous voyez aujourd'hui, je découvre les richesses de nos terres. Hein. Il y a des papayes que je ne connaissais pas. Surtout la grande surprise, c'est le banane djiboutien, hein, parce qu'on ne voit que des bananes qui viennent de l'Éthiopie et de la Somalie. Il y a aussi le maïs. Il y a toute cette diversité et ces variétés aujourd'hui qu'on découvre avec la région de Ali Sebié, mais spécialement la ferme de Humburta. Donc aujourd'hui, c'est pour un peu mettre en lumière et donner une visibilité à ces personnes, à ces femmes et à ces hommes qui ont fait l'effort de faire sortir toutes ces richesses-là de nos terres. Donc ce qui est important, c'est de connaître déjà ces produits-là. Le deuxième objectif pour cet événement, c'est aussi de mettre en relation ces producteurs et les acheteurs ou les distributeurs publics, parce que c'est très important. Si on produit quelque chose, c'est pour les vendre. On ne peut pas avoir des produits sans qu'il y ait un marché. Donc c'était de créer un marché, c'était de créer une liaison ou une mise en relation avec les distributeurs et les acheteurs publics et les consommateurs surtout. Et c'est une grande fierté, ça se passe très bien. C'est une première à Djibouti même, je dirais, parce qu'on l'a tenu à Ali Sebié, mais c'est une première à Djibouti. Je suis très contente, je suis très heureuse aujourd'hui de participer à cet événement. C'était Ouba Ahmed Malo, directrice du Centre de leadership et d'entrepreneuriat. De là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, en ce qui concerne le Covid-19 et ses variants en Afrique du Sud, une baisse spectaculaire, c'est ce qu'a précisé le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans une annonce à la soirée de ce dimanche. Un nouvel allègement dès aujourd'hui des restrictions imposées pour endiguer la propagation du Covid-19 dans ce pays le plus touché du continent après une baisse spectaculaire du nombre de contaminations. Cet allègement qui entre en vigueur donc aujourd'hui va permettre une reprise de la plupart des activités économiques en Afrique du Sud qui ont été fortement mise à mal par le virus. Depuis le début de la pandémie, l'Afrique du Sud a recensé plus de 1,5 million de contaminations et 50 000 décès. L'objectif des autorités est de vacciner environ 40 millions de personnes, soit 67% de la population d'ici la fin de cette année. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.